C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les déclarations de Paul Kagame, le président rwandais, ne souhaite plus que son pays continue d'accueillir des réfugiés congolais sur son territoire. Une réponse à la communauté internationale qui accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'est de la RDC, où justement la force est-africaine est contestée, la population et la société civile à Goma remet en cause son efficacité. Depuis l'arrivée de ces troupes sur le terrain, les affrontements ne baissent pas d'intensité. Reportage à suivre. Enfin, la Côte d'Ivoire qui revalorise le salaire minimum, une mesure des autorités pour aider les plus démunis à faire face à l'inflation. Mais vous allez voir que de nombreux Abidjanais qui saluent la mesure la trouvent insuffisante. Reportage dans ce journal. Le Rwanda n'accueillera plus de réfugiés congolais sur son territoire. Déclaration de Paul Kagame lors d'un discours devant les parlementaires, une réponse du président rwandais à la récente vague d'accusations par l'ONU et les puissances occidentales. Elle pointe du doigt le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, ce que Kigali continue de démentir. La correspondance de Clément Diroma. Plus de 2000 Congolais ont fui au Rwanda depuis mi-novembre selon des médias locaux. La majorité d'entre eux restent ici pour le moment et rejoignent donc leurs 76 000 compatriotes entrés dans le pays au fil des différentes crises régionales. Lors d'un discours en anglais ce lundi dirigé vers les partenaires internationaux du Rwanda, le président Kagame a affirmé ne plus pouvoir porter le fardeau du conflit en RDC en accueillant les Congolais qui fuient les violences au Nord Kivu. Le président se dit insulté, abusé et dément les accusations de l'Occident et de l'ONU ces dernières semaines concernant le soutien de Kigali au groupe rebelle M23 qui affronte l'armée congolaise. Ce n'est pas le problème du Rwanda. Et nous allons nous assurer que tout le monde le réalise. En commençant par vous dire, ceux qui affirment que ce problème n'est pas congolais mais rwandais, commencez alors par retirer ces Congolais d'ici. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ce discours se traduira par des actes et si des mesures seront prises par le gouvernement pour arrêter l'accueil des nouveaux arrivants. Enfin, ces mots du président Kagame devant le Sénat font suite à deux autres prises de parole similaires ces derniers mois et s'inscrivent dans un climat de forte tension avec le pays voisin. Début décembre, il avait accusé son homologue Félix Tshisekedi de profiter de la crise dans l'est du Congo pour retarder l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année. Et pendant ce temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, la population et la société civile s'interrogent. La force régionale est-africaine est-elle efficace? Les premières troupes, notamment kenyanes, sont arrivées à Goma mi-novembre sans parvenir à mettre fin aux affrontements entre l'armée congolaise, appuyée selon les experts des Nations Unies par des groupes armés locaux, et les rebelles du M23. Reportage d'Aurélie Bazara Kibangula et de Justin Kabumba. Au nord de Goma, cet étudiant attendait beaucoup de la force régionale est-africaine déployée en novembre dernier dans la région. 2 mois plus tard, il la juge inefficace. On pensait qu'ils sont venus pour combattre le terroriste M23, mais aujourd'hui ils se déguisent à force d'interposition. C'est pourquoi son existence ici ne nous arrange pas. Même constat amer pour cet acteur politique. Selon lui, l'arrivée des soldats kenyans censés stabiliser la région n'a pas empêché le M23 de lancer de nouvelles offensives. Des affrontements sont régulièrement signalés dans le territoire de Rutshuru. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pris une seule balle qui a été cryptée par un officier, un élément kenyan. De son côté, la force régionale rappelle que son mandat consiste à suivre le processus de désengagement du M23. Devant la presse, ses officiers expliquent que ce processus est bien engagé avec le récent retrait du M23 de 2 localités stratégiques. Nous avons été fin décembre à Kibumba. Et maintenant, nous sommes à Rumangabo. C'est ce que vous appelez inefficacité. Mais pour ce collectif de groupes armés comme pour la société civile à Goma, ce retrait du M23 n'est pas effectif à 100%. Nous lançons une mise en garde aux troupes kenyanes. Elles sont venues pour jouer le jeu de l'ennemi. Elles ont annoncé le départ du M23 de Kibumba et appelé la population à regagner leur village. Mais nous voyons sur le terrain que le M23 garde ses positions. À Goma, on a hâte que les Kenyans passent à l'action. La force régionale est censée avoir un mandat offensif en cas de non-respect du retrait du M23.
Un retrait réclamé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est lors du mini-sommet organisé en Angola en novembre dernier. La visite de Chrysoula Zakharopoulou au Burkina Faso, la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères, chargée notamment du développement, a rencontré pendant près de 2 heures le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir après un coup d'État depuis fin septembre. Objectif affiché, décrisper les relations entre les deux pays. Écoutez la secrétaire d'État. La France est en mesure de faire moins ou de faire plus. Elle est aussi et surtout capable de faire différemment dans l'écoute, le respect, l'humilité. Car je comprends que c'est une attente qui est exprimée avec beaucoup de force ici. Nous sommes convenus avec le président Traoré d'avancer ensemble dans cet état d'esprit. La France, mesdames et messieurs, n'impose rien. Elle est disponible pour inventer un avenir ensemble. Le Gabon a un nouveau Premier ministre. Il a été nommé hier par le président Ali Bongo. Alain-Claude Billy-Binzé est attendu au tournant par la population qui subit de plein fouet la hausse des prix et la crise. Les réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obianzé. Depuis ce matin, leurs noms et leurs visages font la une de quelques titres de la presse gabonaise. Et pour cause, Rose Christiane Ousou-Karaponda et Alain-Claude Billy-Binzé montent en grade. La carrière politique de la première cité se résume décidément en une vie de première. Première femme élue maire de Libreville, première femme à diriger une équipe gouvernementale et désormais première femme à occuper la fonction de vice-président de la République. Son successeur au poste et non moins pilier du parti au pouvoir, Alain-Claude Billy-Binzé, était jusqu'à sa nomination comme chef de gouvernement, vice-premier ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Il prend les commandes de la primature dans un contexte de fortes attentes sociales. Il y a la route, il y a la santé et puis il y a surtout, comme l'a indiqué dans son message à la nation le chef de l'État, il y a l'unité nationale. Nous suivrons avec beaucoup d'attention également la concertation pour essayer d'apaiser un peu le climat. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Les éternelles revendications des Gabonais tous les jours. Une amélioration des conditions de santé, on ne se soigne pas. Les routes, on en a besoin. On dit bien la route est facteur de développement. Mais s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. On attend que la vice-présidente prenne les choses en main. On a besoin que quelqu'un nous entende et que quelqu'un réagisse face à ce qui se passe actuellement. Tels des maçons au pied du mur, c'est une équipe gouvernementale de 45 membres contre 38 pour la précédente. Et de son côté, la Côte d'Ivoire tente de réduire les conséquences de l'inflation. Le pays a revalorisé son salaire minimum. Il est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, soit de 91 € à 115 € depuis le 1er janvier. Pour beaucoup d'Abidjanais, c'est une bonne mesure pour soutenir les travailleurs, mais elle reste insuffisante. Reportage d'Ange Nomagno, de Sadia Manjo et Sophie Lamotte. Zénab Djarassouba travaille dans ce marché d'Adjamé, l'un des plus grands marchés d'Abidjan. Payée au salaire minimum, elle pourra donc bénéficier de la hausse de 15 000 francs CFA, soit 23 € fixés par l'État. Mais pour cette mère de 2 enfants, cela ne suffit pas. Ça ne couvre pas mes charges. Parce que moi, je suis une mère célibataire, je paye ma maison à 60 000. C'est vrai que je suis payée un peu au du SMIC. Ce qui vient, ça peut m'arranger, mais ça ne couvre pas mes charges. Tout comme Zénab Djarassouba, de nombreux Abidjanais jugent que cette revalorisation salariale n'est pas à la hauteur de la cherté de la vie. Le souci qu'on a, c'est que quand les 15 francs vont s'ajouter, d'autre part, les impôts vont prendre tout. Avec la cherté de la vie, le bénéficiaire même qui espérait avoir les 15 francs sur son salaire ajouté, il va se retrouver encore au bas niveau de l'échelle. C'est encore peu, parce que pour la vie, c'est encore peu. Il y a trop de dépenses. Puis bon, il faut payer la facture de courant, l'électricité, l'eau et tout ça. Franchement, c'est difficile. D'après les statistiques, moins de 4% de la population ivoirienne est concernée par cette légère hausse du salaire minimum. Mais pour cet économiste, c'est déjà un premier pas vers une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le SMIC qui passe de 36 607 francs avant 2013 à 60 000 en 2013, puis
à 75 000 au 1er janvier 2023. Donc nous avons une augmentation de plus de 100% avant 2013 et 2023. Ce qui est à saluer, ce qui est important. En Côte d'Ivoire, l'augmentation du salaire minimum intervient dans un contexte d'inflation généralisée provoquée par la guerre en Ukraine. Avec cette mesure, le gouvernement dit vouloir faire un geste pour les travailleurs en cette période de hausse des prix. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la libération du journaliste sénégalais Papa Alé Niang. Il a bénéficié d'une libération provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Le directeur de Dakar Matin avait été envoyé en prison pour information de nature à nuire à la défense nationale. 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre l'activiste Abdourahmane Sano en Guinée. L'ex-coordinateur du FNDC est accusé d'avoir assisté à une réunion non déclarée en banlieue de Conakry. L'organisation guinéenne des droits de l'homme dénonce une situation très inquiétante. Le verdict est prévu pour ce mercredi. Cette loi qui restreint considérablement le droit de grève des soignants au Zimbabwe, les professionnels de santé en grève risquent désormais une peine de prison ferme. Une loi dans un contexte de protestation pour dénoncer des salaires trop bas et un système à l'agonie. Alors que les Berbères d'Afrique du Nord s'apprêtent à célébrer Inayr, le Nouvel An, le 12 janvier, de nombreux événements culturels s'organisent autour de la culture berbère. En Algérie, un festival de chants traditionnels kabyles appelé Achouir s'est tenu début janvier. Laurent Berstécher. Vêtues de leurs plus belles robes kabyles, elles chantent à gorge déployée, accompagnées de simples tambours. Pour les organisateurs de ce festival, l'objectif est simple, faire la promotion de l'Achewik, un chant traditionnel berbère. Le but de ce festival est de rassembler tous les styles d'Achewik chantés par les femmes algériennes. Pratiqué depuis des millénaires, l'Achewik est traditionnellement chanté par les femmes. Il a longtemps pris la forme de chansonnettes et de comptines, mais on le retrouve aujourd'hui dans les fêtes familiales et notamment les mariages. Pendant des siècles, ce chant a permis aux femmes kabyles de s'exprimer librement dans des sociétés patriarcales. Depuis la nuit des temps, les femmes berbères se tournent vers l'Achewik pour exprimer leurs sentiments les plus profonds, pour raconter leur joie et leur malheur. Souvent transmis de mère en fille, l'Achewik est de moins en moins pratiqué. Le festival de chant populaire fait partie des rares initiatives visant à empêcher cet art ancestral de sombrer dans l'oubli. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.